Bonsoir à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct avec Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime, Brice Blondel, pour la France 2030 et les lauréats en Charente-Maritime. On a suivi toute cette distribution de prix, de remise de prix. Et que représente pour vous cette soirée? Oui, c'est une immense fierté, c'est un énorme enthousiasme. On a 45 lauréats qui ont tous engagé leurs finances, leur vie personnelle pour monter des projets innovants, des projets qui permettent de décarboner l'industrie, des projets qui permettent d'être autonomes sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire, sur le plan de l'accès aux matières premières. Des projets exceptionnels avec un niveau technologique qui est simplement exceptionnel pour un grand nombre d'entre eux, avec aussi cette interpénétration qui est formidable entre les industriels, les collectivités, l'université et la recherche. On a mis ensemble un territoire qui a réussi à avoir 45 lauréats et à drainer 120 millions d'euros d'investissement dans le territoire en 3 ans. C'est un bel anniversaire. Eh bien écoutez, merci. C'est une soirée vraiment très positive et on a beaucoup apprécié. Merci à vous. Je vous en prie. À bientôt sur C17 et toujours en direct. À la fois solennel, vous avez vu le tapis rouge à l'entrée, mais aussi convivial, une soirée où nous allons ensemble essayer de dessiner ce que pourrait être la France en 2030, ou en tout cas au moins la Charente-Maritime, au travers de vos projets, au travers de vos initiatives. Et vous allez voir, ils sont très nombreux. Nous sommes ensemble pour à peu près 1h30 et je vais demander à Monsieur le Préfet de Charente-Maritime de bien pouvoir me rejoindre. C'est là. Bien. Une trentaine de projets ce soir, Monsieur le Préfet, je crois. Qu'est-ce que ça vous inspire? Beaucoup de choses. D'abord, je voulais vraiment remercier tous les gens qui ont fait le déplacement, qui ont pris de leur temps pour venir avec nous ici ce soir. Je peux vous dire qu'en regardant l'assistance qui est rassemblée ici aujourd'hui, moi je suis hyper fier. Vraiment hyper fier, assez ému aussi, et peut-être plus que dans bien d'autres occasions. Donc merci à vous d'avoir pris le temps de venir jusqu'à nous pour qu'on célèbre ce soir quelque chose d'important. On est dans un pays, nos entrepreneurs qui sont ici majoritaires pour une fois dans cette salle, je crois que ce n'est pas les fonctionnaires qui sont genre, mais il y a des fonctionnaires aussi, attention. Le savent bien, on est dans un pays qui s'afflige beaucoup, qui a toute tendance à s'auto-flageller pour ses lourdeurs administratives, pour son manque d'ambition, comme s'il se résignait un peu au déclin et à la perte du rang de la France. Et c'est un peu le contraire qu'on va essayer de montrer aujourd'hui, parce que de deux choses l'une, soit on considère qu'on a perdu la course avant de la courir, on reste assis au bord de la piste et puis on regarde les Américains, les Chinois, les Australiens nous passer devant et filer vers la ligne d'arrivée, soit on se dit qu'on a le droit d'être fier de notre passé et aussi d'être confiant dans notre capacité à aborder les défis de l'avenir. Et France 2030, c'est ça. France 2030, c'est pas le rattrapage de notre retard. France 2030, l'objectif, c'est de donner à la France un temps d'avance sur le reste du monde, en choisissant de se réindustrialiser, en décarbonant, en choisissant de regagner notre souveraineté en matière alimentaire, en matière de médicaments, en matière d'accès aux matières premières, et d'être capable de les transformer, mais être aussi capable de les acquérir. Et puis France 2030, c'est aussi, et ça c'est très important, pas que la réindustrialisation, pas que la souveraineté, c'est aussi être capable d'aborder les défis de demain, et ça veut dire la connaissance et la science. Et donc ça veut dire la formation, la formation, la formation. Si le président de l'université était arrivé à l'heure, j'aurais pu le féliciter, mais seules ses équipes sont là. Ça c'est fait. Un peu plus tard. Quelques chiffres quand même sur France 2030. En Nouvelle-Aquitaine, la Charente-Maritime, le 3e département en nombre de projets, et en volume financier, je crois. Ouais, mais le premier en termes de qualité des projets de très très loin. Donc France 2030, c'est 54 milliards d'euros destinés à accompagner l'investissement et la prise de risque des entreprises. C'est 35 milliards d'euros déjà distribués, c'est 93 000 emplois qui ont été créés ou préservés, et ces projets, ce n'est pas ceux de l'État, c'est ceux des entrepreneurs qui sont là aujourd'hui et de ceux qui les accompagnent. En Charente-Maritime, c'est 120 millions d'euros au travers d'une quarantaine de projets, avec, et là encore, si le président de l'université avait été là, j'aurais pu le féliciter. Il a vraiment loupé des choses ce soir. Il est de très loin le premier bénéficiaire avec, je crois, de l'ordre de 20 millions d'euros à lui tout seul. Mais il y a aussi 8,5 millions pour les collectivités qui ont porté des projets, et puis 81 millions d'euros pour les entreprises au travers encore d'une quarantaine de projets qui ont été portés par
des gens qui innovent, qui s'engagent, qui prennent des risques, et que l'État a choisi d'accompagner, même si toutes ne vont pas au bout, parce que la prise de risque, et les entrepreneurs le savent mieux que nous, ce n'est pas la garantie du succès. Mais si l'État, qui lui ne risque pas grand-chose, ne les accompagne pas, qui le fera? Ces projets, vous allez les découvrir maintenant. Alors vous allez rester avec moi, je vous propose, on va s'organiser, vous allez vous mettre à côté de moi. Voilà. Et on va commencer. Alors, on va commencer avec le premier levier qui est assurer la souveraineté des chaînes d'approvisionnement. Alors, approvisionnement au sens large, et en particulier dans la construction, puisqu'on va parler d'un projet qui est le projet du quartier de Bongraine, sur la commune d'Étré. La fameuse rotonde, les Rochelais, vous la connaissez. Je vais demander à Catherine Chipoff, qui est conseillère déléguée au projet urbain, de bien vouloir me rejoindre. Pendant que vous nous rejoignez, madame, quelques mots. Le projet de Bongraine, c'est une opération d'aménagement qui vise à transformer une friche ferroviaire en un démonstrateur de la construction durable. Absolument. 35 hectares, un écoquartier qui réunira 800 logements et un grand parc urbain et un tiers-lieu. On en est où? Vous savez ce tout, projet. en fait. Non. On en est où? On en est à ce que l'année 2025 va être l'année du démarrage des constructions. Et donc on en est très fiers. Des permis de construire sont déjà déposés. Les promoteurs vont bientôt mettre les premiers coups de pioche. Les habitants devraient arriver aux alentours de 2027. On est fiers parce qu'on a eu beaucoup de soucis sur cette friche ferroviaire, pas mal de pollution. Puisque les trains produisent du mâche-fer et que le mâche-fer était resté sur le site. On a eu aussi des problèmes d'archéologie. On a eu des problèmes d'espèces protégées. Mais ça, ce n'est pas un problème, c'est plutôt une richesse. Et on a surmonté tous ces problèmes pour arriver à ce que Bongraine voit le jour. Ce qui me plaît particulièrement, c'est qu'on a beaucoup de labels. On a le label Écoquartier, évidemment, mais aussi des labels de Bâtiments durables Nouvelle-Aquitaine et dernièrement Quartier durable Nouvelle-Aquitaine. Et ça nous rend fiers à la communauté d'agglomération de porter ce projet. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a une remise de plaques. Monsieur le préfet, si vous voulez bien, on va s'organiser. C'est le tour de chauffe, là. Voilà. Donc, et une photo. Donc, on a une photo qui doit être faite. Le photographe, il est... J'aimerais bien, si c'était possible, oui. que les acteurs du projet puissent venir avec Alors, moi. très rapidement. Allez, très rapidement. Ils sont où, les acteurs du projet? Allez, allez. Je vois rien, mais je sais qu'elles sont là. Voilà. Allez. Allons-y. Donc, alors, écoutez, quand même, si vous êtes là, on va vous présenter. Hein. Alors, allons-y. Allez-y. Oui, bonsoir. Donc, Anne-Laure Baron pour la communauté d'agglomération de La Rochelle. Aurélie Domingo pour l'aménageur Aquitanis. Christine Simon, communauté d'agglomération de La Rochelle, au début du projet. Et Anaïs Turquetil, communauté d'agglomération de La Rochelle, tout juste dans le projet. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. On peut les applaudir. Monsieur le préfet, vous restez avec nous, vous restez avec moi. Deuxième projet d'entreprise Solvay. Solvay, acteur majeur de la chimie. En France, 1300 collaborateurs, 7 sites, dont le site de La Rochelle qui emploie plus de 300 personnes et qui constitue aujourd'hui le principal site de terres rares hors Chine et le seul en Europe capable de traiter en quantité industrielle des terres rares et légères et lourdes. Pardon. Monsieur Sébastien Scarcy, excusez-moi, Scarcy, C'est ça. c'est ça. Vous êtes le directeur du site. Quelques mots simplement sur vos ambitions ou les ambitions de Solvay en matière de transition écologique. Donc vous l'avez dit, Solvay c'est 1300 collaborateurs en France et l'ambition du groupe Solvay c'est la neutralité carbone à 2050, mais déjà la première étape c'est à 2030 moins 40%. Ça veut dire quoi? Sur les sites industriels Solvay investit en France, à Dombasle, à Collonges, il y a déjà des investissements en cours, et sur le site de La Rochelle, vous le voyez au travers de ça, une ambition d'avoir plus de 75% de notre énergie renouvelable au travers d'une chaudière biomasse. Alors, on va avoir l'occasion de vous revoir parce que tout à l'heure, Monsieur le Préfet, que l'université était bien dotée. Le groupe Solvay est bien doté dans ce qu'on va voir ce soir. Vous aurez Je suis présent. Mais vous êtes présent. Monsieur Auger est peut-être arrivé, le pauvre. On va arrêter avec ça. Allez, on fait la remise. Oui, on fait la remise de la plaque. Bien.
merci Monsieur le Préfet, je vous invite à redescendre. Je vais demander à Marie-Pierre Lamour, sous-préfète de Saint-Jean-d'Angis, de me rejoindre pour le projet ADKTech. Alors, je vais demander à Monsieur Abel Smati, créateur et gérant de l'entreprise ADKTech, de nous rejoindre. Pardon. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes installé sur la zone d'artisanat de Villedoux. Votre cœur de métier, alors j'espère ne pas me tromper, c'est la déshydratation des boues biologiques issues de l'assainissement des eaux usées. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. Qu'est-ce que vous allez faire dans votre projet, monsieur, en 2 mots? Alors, notre projet, c'est de proposer aux collectivités locales, aux industriels qui ont des boues à traiter, de réduire. On leur propose un gisement d'efficacité énergétique. Aujourd'hui, la technologie la plus utilisée, c'est la centrifugation. Elle consomme à peu près 200 kWh par tonne de matière sèche. Un petit peu plus fort votre micro. 200 kWh par matière sèche. Et nous, notre technologie, elle consomme 10 kWh. Donc c'est une technologie pour faire de l'efficacité énergétique, mais aussi de l'efficacité économique, puisqu'on réduit les coûts de fonctionnement d'à peu près 60%. Vous en êtes où exactement aujourd'hui? On est en Alors phase de test? Aujourd'hui, on passe à la phase industrialisation. D'accord. Et l'objectif, c'est de sortir. On a déjà, il faut dire qu'on a une technologie qui est aboutie, 3 gammes de machines. On a déjà installé 70 installations en France, dans des villes comme Castres, comme Dijon, dans des laiteries, dans des papeteries. Aujourd'hui, on va franchir une étape, on va lever le plafond de verre qui nous empêche d'atteindre les grandes capacités, c'est-à-dire toutes les stations de plus de 500 000 habitants. Et donc on va sortir une machine d'ici la fin 2025. Donc l'objectif il est clair, sortir une gamme de machines pour attaquer les installations de très grande capacité. Très bien. Et pour dire juste un ordre de grandeur, à l'échelle de la France, aujourd'hui, on produit à peu près 1 700 000 tonnes de matière sèche. Si on les remplace, les 70% du parc qui est équipé de centrifugeuses, on éteindrait un réacteur nucléaire, ou l'équivalent de 400 000 foyers, et on ferait une économie annuelle de 100 millions d'euros qu'on pourrait, alors qui vont être disséminés dans le territoire, sur des stations d'épuration un peu partout, et donc ces économies-là, quelques centaines de millions d'euros par-ci, par-là, on pourrait les diriger pendant 2-3 ans à faire du photovoltaïque. Et donc, on pourrait faire de l'efficacité énergétique, de l'efficacité économique et aussi l'objectif des énergies renouvelables qui pourraient être appréhendés. Merci beaucoup, monsieur, pour ces précisions. Madame la sous-préfète, vous allez remettre la plaque. Merci, monsieur. Très bien. Allez, alors, madame la sous-préfète, ça va vous faire plaisir, ce que je vais vous dire. On va partir en Val de Saintonge. Vous connaissez, hein? On va partir à Loulé, très exactement, pour parler du groupe Malvaux. Un groupe Malvaux qui est bientôt centenaire. J'ai appris ça, 1928, date de création. Aujourd'hui, c'est 6 sociétés, 500 salariés. Et le groupe est leader européen des solutions durables en bois et dérivés de toute nature pour la distribution et les aménagements intérieurs et extérieurs. Je vais demander à Thomas Morin, le directeur des opérations, de nous rejoindre. Val de Saintonge, la tradition du bois en Val de Saintonge. Plusieurs entreprises de tradition du bois. L'entreprise, je pense à l'entreprise Joubert aussi, qui n'est pas très loin de chez vous, qui travaille dans le bois. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, monsieur Morin? Qu'est-ce que vous allez faire avec ce projet? Alors, le projet Project Line CP. Je ne sais pas si on le dit en français ou en anglais. Alors en fait, effectivement, en 1928, date de création de Malvaux. Et l'objectif de ce projet-là était de moderniser aussi l'usine pour la rendre compétitive par rapport aux autres marchés qu'on peut avoir, notamment chinois. Et double, puisque l'objectif aussi, c'était de pouvoir transformer un petit peu le panneau contreplaqué, comme on le connaît aujourd'hui, en un panneau beaucoup plus vert. Et donc le projet était de moderniser et en même temps se servir de la modernisation pour pouvoir travailler sur des cols un petit peu plus verts, biosourcés, plutôt locales, pour essayer d'aller dans de nouveaux marchés et rester compétitifs. Même question que tout à l'heure, on en est où? On en est au phase test, on en est à la réflexion, où est-ce que vous en êtes? Alors en fait, on a fait le projet en parallèle, c'est-à-dire qu'on a commencé la modernisation de l'outil industriel pour sécuriser aussi la production, et on est allé au test pour passer sur justement des produits à grande échelle. Très bien, merci. Voilà,
la remise de la plaque. Merci à tous les deux, on se reverra tout à l'heure. Bien, nous allons maintenant passer... Alors, pardon, il y a trois entreprises qui ne sont pas là, mais qui seront aussi primées dans France 2030. Martin Bois Énergie, l'entreprise Joubert, dont je vous parlais tout à l'heure, avec un excellent papier dans le dernier magazine de la Chambre de commerce et d'industrie de Charente-Maritime sur l'histoire de l'entreprise Joubert, je vous le conseille. Et puis les établissements Rambaud et Lagarde, voilà, qui sont aussi bénéficiaires dans cette catégorie. Bien, nous allons maintenant parler de sécurisation de l'accès aux composants électroniques et à la robotique, et je vais demander à Emmanuel Caron, le secrétaire général de la préfecture, de me rejoindre. Bonsoir monsieur. Première entreprise, c'est une entreprise rochelaise, il s'agit de la société Sky Drone Robotique. Je vais demander à Damien Chattard, responsable des ventes, et Antoine Vadeling, je m'excuse si je me trompe sur son nom, gérant, de me rejoindre. Monsieur Antoine Vadeling étant le gérant de l'entreprise. Alors, on va expliquer en deux mots qui vous êtes. Sky Robotique, c'est une PME d'une quinzaine de salariés, créée en 2016, installée à La Rochelle. Vous êtes spécialisé dans la fabrication de drones pour les industries, les grands comptes. Alors, vous avez déjà, si j'ai bien compris, un drone à votre actif qui s'appelle le Versatile, qui vise à transporter des charges de 35 kg. Ah, vous avez bien révisé, c'est bien. C'est bien, j'ai bien, merci. C'est bien, mon patron est dans la salle, donc c'est cool. Mais par contre, vous avez un autre projet de drone dans un autre domaine. Expliquez-nous ça. Le projet qu'on a déposé, pour lequel on a été lauréat, c'est un drone qui permet de s'accrocher au fil électrique. Il y a une grosse problématique aujourd'hui, c'est que le travail sous tension il est dangereux et il coûte très cher. Il coûte très cher parce qu'il faut couper le courant. Et nous, notre drone, il a la capacité à accepter tous les arcs électriques. On parle de 400 000 volts. Et grâce à ça, il va réduire drastiquement le coût des opérations sur les lignes électriques. Il va aussi sécuriser énormément les interventions. Et quelle est la difficulté dans c'est une difficulté technologique, quelle est la difficulté d'arriver à monter à créer ce type de drone? Oui, il y a un vrai challenge à réaliser ça. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, voilà. Très bien. Monsieur le secrétaire général, si vous voulez bien... Et votre projet opérationnel, on en est où bientôt? Aujourd'hui, on a un POC fonctionnel avec un POC, c'est un proof of concept, c'est-à-dire qu'on a déposé déjà sur ligne énergisée un premier capteur au Luxembourg. Et alors ça s'est bien passé. Bien passé. C'est en partie pour ça qu'on a le projet et que ça avance bien. Très bien. Merci à vous. Merci, monsieur le secrétaire général, vous restez... Alors, non, partez pas avec le micro et laissez pas la plaque, ça ne va pas y arriver. Alors, le projet suivant, vous en avez forcément entendu parler, puisque un de ces drones s'est retrouvé dans la cathédrale Notre-Dame en feu il y a 4 ans. C'est la société Shark Robotics qui a été créée en 2016, PME spécialisée dans la fabrication de robots de sécurité, de lutte contre les incendies. Aujourd'hui, Shark Robotics, c'est 90% de son chiffre d'affaires à l'export. Des clients, bien entendu, des services de sécurité des pompiers, qu'il s'agisse des pompiers de Paris, de Singapour, de Varsovie, etc. Ils vont nous expliquer tout ça. Je vais demander à Cyril Cabara, le chef d'entreprise, et Simon Trouba, chef de projet, de me rejoindre. Et il y a une troisième personne, effectivement. Vous êtes, madame? Très bien. Allez, comment va Shark Robotics? Écoutez, très bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme vous l'avez bien expliqué, effectivement, Shark Robotics conçoit et fabrique des robots dans la sécurité incendie, dont le fameux robot Colossus qui est intervenu dans le feu de la cathédrale Notre-Dame pendant 10 heures à 900 degrés. Ce projet vise à améliorer ce robot, concevoir un autre produit par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure.
Alors non, c'est un robot complètement différent. L'idée dans ce projet, c'est de développer le premier robot autonome de sécurité incendie au monde. Donc c'est un projet qui est breveté pour des applications privées, à savoir les entrepôts et les parkings souterrains. Donc c'est un robot totalement autonome qui a la capacité de détecter et d'intervenir directement sur le feu. Et c'est un projet en collaboration avec l'ONERA, qui est une filiale de la Direction Générale de l'Armement. On est à la phase de test, on est sur quelque chose que vous commencez à produire, on en est où dans le projet? Alors on a démarré ce projet il y a plus d'1 an. On a déjà effectivement 3 robots qui tournent et ce projet vise à robustifier effectivement nos briques en navigation autonome, notamment dans un environnement enfumé, d'où la collaboration avec effectivement l'ONERA. Et on déploie ce projet donc, chez un client début d'année prochaine. En France? En France, oui. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, merci. On va vous remettre votre plaque. Et bravo. Juste pour finir, je tiens à remercier ici, bien sûr, les collaboratrices et collaborateurs de l'équipe, donc Simon Trouba, qui nous a rejoint très récemment, donc ingénieur de l'armement et polytechnicien, et Manon Vermenouz, effectivement directrice de la communication des affaires publiques, tous deux très impliqués dans le projet. Voilà, merci beaucoup. Bravo. Bien, on va continuer avec un autre levier, renforcer la souveraineté des technologies numériques. Alors là, nous allons parler du projet OPEVA. En fait, le projet OPEVA, c'est un consortium de 15 partenaires, 9 pays européens différents, qui couvrent toute la chaîne de valeur de la mobilité électrique. Alors vous allez voir pour la suite, c'est important ce que je suis en train de vous dire. On a dans ce consortium 5 partenaires français, dont l'Université de La Rochelle, dont on a beaucoup parlé depuis le début de cette manifestation. Et là, en l'occurrence, je vais demander à M. Enguerrand de Rothelin de Larrois, qui est ici, qui est là. Venez nous rejoindre, monsieur. Alors, il va falloir vous expliquer ce qu'est ce projet. Je vais... en fait, vous réfléchissez, si j'ai bien compris, sur qu'est-ce qui empêche aujourd'hui nos concitoyens d'adopter la voiture électrique. Si je fais simple, est-ce que c'est un peu ça? C'est exactement ça. Donc actuellement, le but du projet OPEVA, c'est de s'attaquer à tous les facteurs psychologiques considérés comme limitants qui conduisent à ne pas adopter donc, les véhicules électriques. Donc ça va, on va par exemple parler d'un prix important, des problèmes d'autonomie. Non, c'est l'anxiété sur l'autonomie. Enfin, par exemple, oui. Voilà. Je prends ma voiture, je ne vais pas aller au bout. Exactement. Donc l'objectif in fine du projet OPEVA, c'est de proposer des véhicules électriques qui ont une meilleure consommation énergétique et donc une autonomie améliorée d'un facteur 1,2 à 2 par rapport à ce qui se fait actuellement, et donc de se poser par rapport à tout ce qui était dit avant par rapport aux autres pays comme leader en Europe de technologie de véhicules électriques. Donc monsieur, vous êtes en charge de ce projet. On en est où? Comment le projet avance? Est-ce que vous êtes dans les clous de ce que vous aviez imaginé au départ? Parce que vous n'êtes pas seul dans cette affaire. Hein, tout à fait. 35 partenaires. Quand même. 35 partenaires sur 9 pays d'Europe différents, comme vous l'avez dit, 5 partenaires français. Le projet avance bien, il a été commencé il y a 2 ans. Donc actuellement, toutes les technologies qui devaient être développées, optimisation de la batterie, de l'autonomie, ce genre de choses, ont été développées. Elles sont pour l'instant installées pour la plupart sur 9 démonstrateurs. Et la dernière année, donc l'année 2025, ça va être juste différents tests afin de valider l'ensemble de ces technologies. J'ai une dernière question quand même. On parle de cette notion de facteurs psychologiques, de frein à l'utilisation. Vous les avez listés ici en France. Est-ce que dans d'autres pays européens, on retrouve les mêmes facteurs de risque? Oui, exactement. C'est les mêmes? C'est principalement les mêmes, mais beaucoup de prix et beaucoup un problème d'autonomie. Très bien. Ok, merci. Vous allez recevoir... votre plaque. Bravo. Donc demain, monsieur, on pourra prendre notre voiture électrique sans crainte. C'est ce que vous nous expliquez. Hein. C'est bien ça. C'est ce qu'on espère. Très bien. Merci, monsieur. Alors, nous allons parler d'innovation, et en particulier d'innovation de rupture. Et pour ce faire, je vais demander à Pierre-Louis Cyr, directeur de cabinet du préfet de Charente-Maritime, de me rejoindre. Nous allons ensemble remettre 5 prix. On a du succès sur l'innovation de rupture.
Le premier, il s'adresse à la société Elixir Aircraft, que bon nombre d'entre vous connaissent ici, une société de 150 salariés, créée en 2015, qui, si ma mémoire est bonne, a dû être lauréat du concours émergence de la CCI de Charente-Maritime en 2017. Cette entreprise conçoit, produit et vend aujourd'hui un avion de 4e génération, des avions plus sûrs, plus économiques, bien entendu plus respectueux de l'environnement. Et je vais demander à Arthur Léopold Léger, le dirigeant de l'entreprise, de me rejoindre. Je ne viens pas tout seul directement parce que c'est une aventure. Faites comme chez vous, vous avez c'est une soirée à la fois solennelle et conviviale. Et en 2017, on était déjà tous les trois. Et c'était bien 2017, Émergence? Alors ça, je vous fais confiance. Ah, d'accord. Aucune idée. Alors, on va parler un peu de votre projet, et en particulier, en fait, votre projet tourne autour de la technologie, si j'ai bien compris, utilisée, qui est le carbone one shot. C'est ça ou pas? Ouais, c'est pas mal, ouais. Bon, alors expliquez-nous un peu ça quand même. En fait, on n'est évidemment pas les seuls à mettre de la fibre de carbone dans les avions, mais le principe, c'est de simplifier drastiquement la manière dont les avions sont construits. Nos concurrents, c'est entre 15 000 et 20 000 références pour faire un avion. Un Elixir, c'est 800 références. Donc c'est évidemment beaucoup plus simple, beaucoup plus fiable, beaucoup plus léger. Et à la fin, le résultat, c'est que c'est mieux pour notre clientèle et c'est aussi beaucoup mieux pour la planète puisqu'on réduit les émissions de CO2 déjà de 70% là à l'instant T, avec l'espoir de faire mieux. En termes de coût? En termes de coût, on est à peu près à 400 000 €. D'accord. On en est où aujourd'hui? Est-ce que vous la maîtrisez, cette technologie? Est-ce que vous allez l'industrialiser? Enfin, on en est où? Alors c'est une bonne question et ça va permettre de présenter un peu le projet Accélère qu'on a présenté ici, puisqu'en fait c'est un projet pour industrialiser cette techno-là, pour généraliser la production de nos avions et en produire jusqu'à plusieurs centaines par an. Donc technologiquement on maîtrise cette innovation, maintenant il faut arriver à la produire en masse et ça c'est un vrai défi mais on s'y attelle tous les jours. Et aujourd'hui, on a 185 collaborateurs avec nous qui nous aident à progresser tous les jours, à atteindre nos objectifs, à livrer nos avions. 185 collaborateurs sur le site de La Rochelle ou sur plusieurs sites? Alors sur les sites de La Rochelle, puisqu'on est à La Rochelle et très Périgny. D'accord. Très bien, bravo. Vous Merci allez beaucoup. Actuellement, vous commercialisez l'avion déjà, au-delà de la technologie. Ah, si vous en voulez un, il n'y a pas de problème. Oui. Bon, et on cherche plein de collaborateurs, donc si vous avez des gens à nous envoyer, on sera ravis de les accueillir et de les embaucher, de les former. D'accord, le message est passé. Merci à vous. Merci. Et bravo. Allez, on continue dans cet esprit d'innovation de rupture. Et je vais rappeler Sébastien Scarcy, directeur du site de Solvay. Alors, là, monsieur, vous allez nous parler d'un... Voilà. Vous allez, excusez-moi, vous allez nous parler d'un autre projet Solvay. Vous allez me dire si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris, c'est utiliser des sondes pour mesurer en temps réel la concentration en azote des affluents azotés en sortie des ateliers de production. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Expliquez-nous. Si on dit ça, il n'y a pas la notion d'innovation. Ce qui est une innovation, c'est sur le site de La Rochelle, une des principaux enjeux pour la biodiversité, c'est la réduction des effluents azotés, vous l'avez dit. On a déjà réduit de 40%, mais l'enjeu, c'est de réduire à la source. Pour cela, il faut des objets, on va dire, plus agiles, et c'est ce qu'on va appeler les objets connectés, et coupler ça avec des modèles mathématiques pour prédire, en fonction des productions, quels vont être ces effluents. Et l'innovation se situe à ce niveau-là, c'est-à-dire des objets connectés, des modèles mathématiques prédictifs pour mieux valoriser. Aujourd'hui, on valorise 70% de nos effluents azotés. Le but, c'est d'augmenter encore à 80 et au-delà. L'objectif, c'est opérationnel dans 6 mois, 1 an? Donc on a fait la preuve de concept, le POC dont on a entendu parler, sur quasiment tous nos bâtiments. Le déploiement, on démarre en 2025 sur un déploiement courant 2025 et début 2026. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, le projet suivant, la déviation du projet suivant, et me semble-t-il, j'ai un
mais MH2T, ça va être le projet de la société Water Horizon. Alors, la société Water Horizon est une entreprise au départ toulousaine, fondée en 2017, 25 collaborateurs. Cette société accompagne les industriels dans leur transition énergétique via la valorisation de la chaleur, le stockage et le transport de cette chaleur. On va en parler avec Jean-Emmanuel Faure, qui est le fondateur de l'entreprise et qui va nous rejoindre. Oui, alors, je vais essayer de simplifier les choses et vous allez nous expliquer. Vous prenez du chaud pour en faire du froid. On fait de la magie. Alors là, il va falloir vous expliquer comment vous faites quand même. Oui, tout à fait. Bonsoir à tous. Donc, je suis Jean-Emmanuel Faure, je suis le fondateur de Water Horizon. Donc, chez Water Horizon, on a développé une technologie de stockage de la chaleur. Donc, par analogie, ce qu'on pourrait appeler une batterie électrique, on a développé une batterie thermique. On stocke la chaleur sous forme de réaction chimique, ce qui veut dire qu'on n'a pas de déperdition dans le temps. On peut stocker la chaleur plusieurs années si on veut. On ne perd pas le potentiel de réaction. Pour vous donner une image, c'est un peu la même chose qu'une bouteille de propane. Une bouteille de propane, c'est un potentiel de chaleur. Tant que vous ne le brûlez pas, vous gardez bien ce potentiel de chaleur. C'est pas réversible, ça émet du CO2, mais c'est pour avoir un peu l'idée. Et cette réaction chimique... Alors attendez, parce que cette chaleur, pour comprendre pourquoi vous êtes là ce soir, c'est que cette chaleur, vous allez la chercher dans l'unité de valorisation énergétique de La Rochelle. Exactement. Voilà. Tout à fait. Donc vous captez de la chaleur dans l'UV de La Rochelle. Exactement. Et donc en fait, cette technologie en fait, de stockage chimique, en fait, on charge toujours avec de la chaleur, on stocke toute forme de réaction chimique, et la réaction chimique, quand on la redéploie, elle fonctionne exactement comme une pompe à chaleur. C'est-à-dire une pompe à chaleur, ça produit du chaud et du froid en même temps, sauf qu'en fait, on va remplacer la compression électrique, électromécanique qu'on a dans la pompe à chaleur par la compression chimique. Et donc, on est capable de faire du froid à partir d'une source de chaleur sans électricité. Et ce froid, vous l'emmenez au port de pêche. Exactement. Et du coup, l'objectif du projet à La Rochelle, c'est le projet MH2C pour Move It to Cold. L'objectif, c'est de récupérer la chaleur perdue de l'incinérateur d'ordures ménagères. Donc, c'est vraiment visuel, la chaleur fatale de l'incinérateur. Vous avez un ventilateur qui fait 400 mètres carrés, qui souffle de l'air chaud à 130 degrés dehors. Donc, c'est visuel de ce que c'est que la chaleur perdue. Nous, on va venir se brancher sur cette chaleur juste avant qu'elle soit évacuée. On va charger la batterie avec. Une fois que la batterie est pleine, on fait 4 km, donc on va pas loin du tout. Et on va distribuer du froid sous forme renouvelable, au port de pêche de La Rochelle. Donc le hangar de la Criée, c'est un hangar qui fait 2 hectares, 20 000 m², réfrigéré à 6 degrés toute l'année. Donc c'est un frigo de 2 hectares que l'on va réfrigérer, et donc on va se substituer à un gros frigorifique. Et donc on va diminuer de 90% la consommation électrique du site. Merci. Bravo. Bravo. En fait, vous soufflez le chaud et le froid. Exactement. Allez, on continue. Tiens, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le nombre de kilomètres de côte en Charente-Maritime? 462. Bravo. Bravo. Effectivement, c'est ça. Et on est le premier département de Nouvelle-Aquitaine en kilomètres de façade maritime. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on va parler d'un nouveau projet qui est le projet Open Campus Innov. C'est l'Université de La Rochelle. Et je vais demander à Célia Bolins, responsable de ce projet, de nous rejoindre. Alors, vous les saviez, les 464 km? Non, je ne le savais pas, mais je le sais. C'est pas grave. Attention, il y a le patron qui est là, je crois. Il est arrivé, le patron. Il est là. Plus sérieusement, en fait, ce que vous souhaitez au travers de ce projet, j'ai bien compris, c'est avoir à La Rochelle une structure, peut-être pas le bon mot, donc vous pouvez m'expliquer, hein, qui permette de travailler sur le littoral urbain, durable et intelligent. Est-ce que c'est ça, en fédérant un centre d'accueil, est-ce que c'est ça votre centre de réflexion? Oui, au sein de l'université, effectivement, on a l'Institut LUDI, oui. Littoral urbain, durable et intelligent. Et le projet Open Campus Innov, en fait, c'est un pôle universitaire d'innovation sur cette thématique qui a pour but vraiment de dynamiser l'innovation sur ces sujets au sein de l'université. Alors, j'ai lu sensibilisation et formation de l'ensemble des étudiants, l'entrepreneuriat aussi, ce sont des portes d'entrée. Vous offrez aussi une possibilité de création d'une incubation territoriale. C'est comme ça que se matérialise ce projet?
C'est ça, on a toute une série d'actions en fait, pour favoriser l'innovation au sein de l'université et sur le territoire. On souhaite sensibiliser et former l'ensemble des personnels et des étudiants des établissements d'enseignement supérieur du territoire. On souhaite renforcer la recherche partenariale via les contrats de collaboration, via le transfert de technologies. Et on souhaite aussi accompagner l'émergence de projets technologiques innovants. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. On va vous remettre Bravo. Alors, on a parlé d'avion, on va revenir un petit peu sur Terre pour parler de voitures. Et en particulier, on en a déjà parlé de voitures tout à l'heure avec les freins psychologiques et à l'utilisation de la voiture électrique. Là, on va parler de véhicules électriques adaptés aux besoins professionnels et aux collectivités pour des déplacements plutôt périurbains. Je vais demander, c'est une entreprise qui s'appelle Avatar Mobilité qui a été créée en 2021. J'ai demandé à son président de me rejoindre, Frédéric Mourier, Frédéric qui a dû recevoir le prix Émergence concours d'entreprise en 2021, 22. Si tu le dis, Thierry. Alors, cette voiture, elle s'appelle Ulive. Comment va Ulive, Frédéric Mourier? Ulive va très bien. Bonsoir, monsieur le préfet. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir à toutes et à tous. L'entreprise se développe, on en est ravis sur le territoire de La Rochelle, avec des commandes, c'est ce qui revient souvent, ce qu'on nous demande le plus souvent en fait. Donc on doit livrer 100 véhicules en 2026, donc ça va aller très vite, 100 véhicules homologués au niveau européen, c'est pas rien, c'est un gros boulot. Cette Ulive, c'est en fait le véhicule que vous aurez normalement tous dans vos flottes, véhicules de service ou à titre privé bien sûr, pour réduire vos impacts et réduire le coût de votre mobilité quotidienne. C'est celle qui impacte le plus. Avec nos voitures, on fait 80% des impacts dans ces déplacements courts du quotidien. La somme de ces déplacements, c'est énorme. Donc, en remplaçant ça par un véhicule qui réduit par 5 les impacts et par 3 le coût de la mobilité, vous allez faire des économies et vous allez cocher pas mal de cases environnementales. Alors, actuellement, vous produisez la voiture, parce que vous parliez d'une centaine d'unités à livrer, c'est en 2025, 2026 ? C'est en 2026, et actuellement, on produit des véhicules prototypes, oui. Ça passe toujours par là, qui sont homologués unitairement et qui sont disponibles pour des expérimentations. Vous pouvez donc le message est passé. Commander des expérimentations. Très bien, merci beaucoup. Bien, merci messieurs, merci beaucoup. Je vais reprendre le micro et nous allons passer à l'enseignement supérieur et la recherche. Je vais demander à monsieur le préfet de nous rejoindre pour cette partie. Et aussi, dès à présent, vont nous rejoindre pour cette partie monsieur Auger, président de l'Université de La Rochelle. On salue l'arrivée du président de l'Université. Mais aussi le Kevin Guillemet, directeur du développement, et Lucie Vossel, responsable de la cellule ingénierie de projet, s'ils sont là. Allez, venez. Le temps qui monte, je voulais en profiter. Je voulais en profiter pour saluer la présence parmi nous d'opérateurs de France 2030. Voilà, là il faut sauter, là il faut monter les marches. Saluer très rapidement la présence parmi nous des opérateurs de France 2030 qui, aux côtés de l'État, financent les projets. On a des représentants de la Banque des Territoires, de l'ADEME et de la BPI qui sont avec nous et qui sont évidemment les partenaires de cette grande politique publique voulue par le président de la République. Alors, je ne vais pas que chercher des problèmes. On parle du projet XLR, un projet qui vise à renforcer le processus de spécialisation de l'université sur quelque chose dont on vient de parler tout à l'heure, qui était le littoral urbain durable. Donc voilà, on en parle ? Oui, bien sûr. Vous savez tous que sur le plan planétaire, on a aujourd'hui 60% de la population mondiale qui vit à moins de 100 km des côtes et qu'en fait, ces territoires sont menacés par la transition climatique et la montée des océans. Et il est très important que la recherche publique se penche sur l'élaboration de solutions pour protéger ces territoires sur le long terme, solutions dans toutes ces dimensions, à la fois juridiques, mais aussi sur l'ingénierie côtière, sur le numérique, sur les biotechnologies, et utiliser toutes les solutions technologiques qui permettent de contribuer à une protection dans la durée de ces territoires. Et le projet XLR, en fait, vise à
faire en sorte que toute l'université se spécialise et se focalise sur ce grand sujet qui est la protection des territoires littoraux dans le monde. Au final, c'est fournir à des acteurs publics des moyens de décider, c'est cela? Au-delà de la recherche, au-delà de la réflexion, là, matériellement, comment on peut matérialiser ça? Entre autres ça, c'est effectivement fournir des outils d'aide à la décision pour les décideurs publics, les préfets, les départements, les mairies des villes en zone littorale, en utilisant les technologies d'intelligence artificielle qui captent des informations sur les territoires littoraux, des informations qualitatives, quantitatives, politiques, pour les aider à prendre leurs décisions. Mais c'est pas seulement ça. On sait que sur les territoires littoraux, il y a de l'industrie particulière. Il y a, quand on veut faire construire un pont de l'île de Ré, il n'a pas les mêmes caractéristiques que l'Arche de la Défense à Paris, parce qu'il n'est pas soumis aux mêmes aléas. Donc il y a aussi toute l'ingénierie, des matériaux, et donc c'est l'accompagnement de tout l'écosystème d'entreprises et des politiques publiques que XLR vise aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc vous avez dans ce cadre-là 2 prix, le projet Excel LRH et le projet Excel R. Donc on vous remet votre prix. Très bien. Passez par là, ce sera plus facile. Monsieur le préfet, vous restez avec moi. On va parler du projet Smart Code. On va parler des talents, comment former les talents de demain avec un premier projet, c'est le projet Smart Code. C'est aussi l'Université de La Rochelle. Et c'est Stéphane Manson, vice-président de la formation et de la vie universitaire, qui va nous rejoindre. Bonjour monsieur. Alors, en fait, le projet Smart Code, c'est, je vais simplifier les choses, l'université à la demande. C'est, voilà, enfin, en bon français, code, c'est curriculum on demand. Donc, parcours à la demande. La Rochelle Université se singularise notamment par le fait qu'elle offre à ses étudiants une sorte de, si vous voulez, de construction de parcours à la carte, alors avec un système de majeurs qui oriente l'étudiant vers une discipline dominante et des systèmes de mineurs que l'étudiant peut choisir au sein d'un panel extrêmement vaste. Et donc ce projet Smart Code qui irrigue l'ensemble de la formation à La Rochelle Université se traduit notamment par l'équipement de salles modulables, par des, comment dirais-je, des systèmes d'enregistrement, de retransmission de cours pour, par exemple, les publics empêchés. Et tout cela a des incidences très profondes, notamment sur la manière dont on conçoit un cours. On ne conçoit pas un cours à distance, comme on peut concevoir un cours en amphithéâtre ou dans une salle de travaux dirigés. Et alors, le maître mot, en tout cas c'est ce que j'ai retenu, c'est la notion de personnalisation. Absolument. C'est ça la clé, si j'ai bien compris. Exactement. L'étudiant, il est très accompagné. Du jour où il arrive à l'université, il y a un contraste énorme par rapport à l'époque où les gens de ma génération sont arrivés à l'université, on était livrés à soi-même. Ici, particulièrement à La Rochelle Université, l'étudiant, il est accompagné, guidé dans le choix de ses disciplines diverses et variées pour l'accomplissement d'un parcours qui se dirige vers la réussite. Merci beaucoup, monsieur. On va vous remettre votre plaque. On va rester ensemble, monsieur le préfet. On va rester ensemble pour parler d'un sujet qui vous tient à cœur, particulièrement, qui est le développement des talents, l'investissement dans les compétences, dans la modernisation de l'offre de formation. On vient le voir aussi déjà avec l'université. Vous avez décidé de faire de la formation professionnelle l'une des priorités du Conseil national de la refondation, Charente-Maritime. Je crois, sans me tromper, que c'est un choix unique en France. Pourquoi vous avez fait ce choix? Parce qu'on a tous des passions étranges. Donc, moi, c'était celle-là. En fait, en France, on est un peu les champions du monde du constat. C'est-à-dire, on constate que, et M. Léopold Léger l'a bien dit tout à l'heure pour Alexis Racraft, on a besoin de talents, on a besoin de jeunes qui s'orientent vers les carrières de l'industrie, de l'artisanat, parce que sans quoi on ne renouvelle pas les entreprises dont les patrons arrivent à la retraite ou celles qui croissent et qui ont besoin de recruter. Donc on a des tensions de recrutement dans plein de domaines dans notre département. Et ces tensions de recrutement, on les comble en reconvertissant des adultes qui veulent changer de voie ou en formant les talents de demain.
Et former les talents de demain, ça veut dire conduire les collégiens à faire des choix. Pourquoi les collégiens? Parce qu'après la troisième, on choisit de rester dans le domaine de l'enseignement général ou de faire le choix de la voie professionnelle. On peut le faire plus tard, ce choix. Mais c'est pas parce que quand on est collégien, on choisit la voie pro, qu'on est condamné à vivre avec un CAP ou un bac pro. On peut aller plus loin, on peut devenir ingénieur, on peut se former tout au long de sa vie et surtout, ces voies, elles peuvent être choisies et pas subies. Or, en France, on a quand même un tropisme des clichés, et ça, ce constat, on le fait, on le refait, on le refait, que les orientations vers la voie pro, c'est par défaut, au lieu d'être des orientations choisies. Et c'est ça qu'on veut changer. On veut changer ça, on veut changer l'appréhension qu'on peut avoir de ces métiers. En France, on a un énorme retard, mais on est en train de le combler. 3000 apprentis en 2017, 7000 apprentis en 2024. Donc, ce choix, il porte ses fruits parce qu'on change les représentations des gens. Alors les représentations de qui? D'abord des jeunes en leur disant qu'ils peuvent avoir envie de faire des choses et que devenir plombier, devenir couvreur, devenir ingénieur, devenir soudeur, c'est pas une voie de garage, au contraire, ça peut être une voie d'excellence et de réussite. Changer les représentations des parents, pour les mêmes raisons, on peut obtenir très rapidement un travail près de chez soi en gagnant 2 fois plus qu'un fonctionnaire qui a fait 4 ans d'études après le bac, et puis réussir sa vie parce qu'on l'a choisi. Ça veut dire aussi changer la vision qu'ont les enseignants eux-mêmes de l'orientation. Et ça change. L'éducation nationale a longtemps été un frein pour orienter les jeunes vers la voie professionnelle. Aujourd'hui, que ce soit dans le lycée général ou le lycée pro, le rapport à l'entreprise y change, le rapport au monde du travail change, et donc le rapport à l'orientation change. Et ce qu'on veut faire, c'est essayer de porter ça avec tous les partenaires, qui sont d'ailleurs pour une grande partie réunis ici autour de choses très concrètes. Ça veut dire quand il y a la semaine de l'industrie, les nuits d'orientation, c'est qu'il y a un Jean-Sac jeudi dernier. Quand il y a la semaine de l'industrie, si on veut que les jeunes aillent rencontrer les industries, il faut penser à des choses très concrètes, hein, c'est-à-dire libérer du temps scolaire et affréter un bus. Ça nécessite un peu de coordination, un petit peu de travail en commun, et ça n'est qu'un des multiples exemples très concrets du travail qu'on a engagé avec tout le territoire pour avancer dans cette direction, et je pense avec certains résultats. Alors, pour ça, vous avez choisi une communication plutôt originale, qui a été baptisée Toi aussi écrit ta story, constituée de clips vidéo qui met en scène des jeunes, on va en voir, et ces clips vidéo aujourd'hui sont fournis à l'ensemble des membres du Conseil national en Charente-Maritime pour pouvoir faire la promotion des métiers. On va regarder quelques exemples de clips vidéo. Je m'appelle Enzo, j'ai 19 ans, je suis en CAP tonnelier, en 2e année. Au début, je suis allé en ébénisterie parce que mon grand-père est menuisier ébéniste. Puis après, je suis venu ici, j'ai fait mes deux semaines de stage. J'ai aimé et puis j'ai continué et j'ai kiffé. Il y a certains trucs où dans tout métier, on n'aime pas trop les postes, mais franchement, les 3 quarts, j'adore. Terminer une barrique, savoir qu'elle est bien, magnifique, franchement, j'adore. Je suis hyperactif, donc il faut que je bouge tout le temps. Puis c'est physique, c'est très minutieux, et même pour la finition, ou quand tu poses les cercles, il faut qu'ils soient au millimètre près. Quand tu vois que le mérin, c'est juste une planche de bois et qu'à la fin, t'en fais une barrique, c'est super beau. Donc franchement, moi j'adore mon métier. Je m'appelle Julien, j'ai 17 ans et je suis en bac pro culture marine à Mont-Saint-Franc. Je me voyais pas être derrière un bureau, on vit dans un cadre qui est quand même magnifique. Dans mon métier, ce que j'aime bien, c'est qu'on va récolter des huîtres toutes petites et on les suit jusqu'à ce qu'elles soient dans l'assiette des clients. Il n'y a pas de journée type dans l'ostréiculture. Un matin, on peut se lever et aller à la cabane faire du conditionnement, du tri. Ou le lendemain, on peut aller au clair, qui est quand même typique de chez nous, de Marano-les-Ronds. On peut aussi aller au parc, aller charger des poches, en poser. Pour moi, je me dis que je suis fait pour ça, et pouvoir produire un produit haut de gamme, je suis totalement fier. J'ai 25 ans et je fais le CAP maroquinerie qui se passe à Aulnay.
Je voulais vraiment avoir un métier manuel qui me passionne. C'est une formation qui se fait en 1 an où vraiment on n'a que de la pratique. Ce que j'aime le plus dans cette formation, c'est vraiment un travail minutieux. On est accompagné par Coralie. Chaque semaine, on découvre un nouveau sac, un nouvel objet de maroquinerie qu'on va fabriquer de A à Z. La partie la plus importante, c'est de partir de zéro et à la fin d'arriver à quelque chose de fini, avoir un sac. Au final, je me suis découverte la passion de la maroquinerie, donc je ne changerai pour rien au monde. C'est une énorme satisfaction d'arriver à ça. Alors on a une petite surprise parce que Axel, elle est là. Venez me rejoindre, nous rejoindre Axel. Voilà. Alors Axel, on kiffe? Oui, une vraie passion. Comment ça va? Bah écoutez, ça se passe bien. J'ai découvert un métier il y a 1 an. C'était quoi votre parcours avant? Racontez-moi. Moi, je viens de l'aquaculture. J'étais au lycée où un des jeunes a fait les vidéos aussi. J'ai fait un bac et un BTS, puis après j'ai travaillé en grande distrie. Et besoin de changer, d'avoir un gros tournant et envie d'avoir un métier vraiment artisanal. Et puis je suis partie sur un CAP en alternance qui a vraiment tout changé. Aujourd'hui, j'ai appris un nouveau métier en un temps record. Et vous êtes toujours en CAP pour l'instant? Non, j'ai eu mon diplôme cet été et j'ai été embauchée dans l'entreprise où j'ai fait mon CAP. Qui est l'entreprise? Les Ateliers de Mai à Aulnay. À Aulnay. Oui. Vous êtes contente? Oui, très bonne entreprise, un très beau métier et des sacs en plus d'une qualité vraiment incroyable. Bon, je pense que monsieur le préfet kiffe aussi. Hein. Là, merci beaucoup. Merci à vous, bravo. Je vais vous demander de vous asseoir, hein, je me permets. Je suis ce qu'on m'a dit. Donc, allez, on va parler d'hydrogène décarboné. On va accélérer l'innovation, développement des énergies renouvelables. Et je vais demander à Madame la sous-préfète de Saint-Jean de revenir avec nous pour 2 remises de prix. Le premier, c'est le projet Solar Steel. Alors, le projet Solar Steel, conçu pour être esthétique, léger, robuste et sécuritaire, c'est un système d'installation de modules photovoltaïques performants et polyvalents. Il s'adapte sur n'importe quel type d'installation, des toits, des façades, des fermes solaires, etc. Et en fait, il y a un démonstrateur qui va être a priori installé bientôt à Saint-Jean-d'Angély. C'est aussi pour ça que vous êtes remonté sur scène. Je vais demander à Sébastien Bourne-Madelena de la société Samperstil de bien vouloir nous rejoindre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Alors, 2 mots sur la société quand même, Samperstil. Alors, vous êtes 3, pardon. Alors, on est un petit peu plus parce qu'entre-temps, on a effectivement recruté. Oui. Mais Samperstil, c'est un bureau d'études. Notre métier est d'avoir imaginé un système d'installation des panneaux photovoltaïques un petit peu différent de ce qui se fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 135 systèmes d'installation différents qui ne sont pas forcément en conformité avec les cadres pour justement les poser. Et donc, notre idée est d'avoir imaginé une sorte de norme qui propose un certain nombre d'évolutions. D'abord dans le matériau. Nos cadres et l'ensemble de notre matériel est en acier, ce qui présente énormément d'avantages par rapport à l'aluminium, sur le plan industriel, sur le plan écologique, mais aussi sur le plan de la dépendance économique, puisque vous êtes nombreux à savoir que l'aluminium va poser quelques problèmes dans les années à venir en matière d'approvisionnement, notamment pour le panneau photovoltaïque. Le deuxième point, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la sécurité, parce qu'effectivement, dans les panneaux photovoltaïques, on le sait, il y a beaucoup de problèmes d'arc électrique, dont on parlait tout à l'heure, d'incendie. Notre système a pour fonction, évidemment, de les résoudre. L'autre élément, c'est que notre système a de l'intelligence dans le cadre. Il ne s'agit pas simplement de mettre un pourtour en aluminium, c'est un cadre creux dans lequel il y a un micro-onduleur à l'intérieur. Tout ça nous permet d'avoir notamment du courant alternatif à la sortie et donc une meilleure sécurité. Et l'autre élément qui est important, c'est que c'est un système qui est plug and play, c'est-à-dire que lorsqu'on pose nos panneaux, il n'y a pas besoin de faire les branchements. Vous arrivez avec les cadres et vous les posez exactement comme vous poseriez ça sur un damier. Et l'autre élément, c'est que notre système, et c'est d'ailleurs pour ce projet-là que nous avons été soutenus, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle le BIPV, c'est-à-dire l'intégration de ces panneaux photovoltaïques dans le cadre du bâtiment, soit en toiture, soit éventuellement en façade.
C'est-à-dire que nos produits visent à terme à remplacer éventuellement un toit ou une façade, soit de manière complète, soit en double pot, qui va améliorer évidemment considérablement l'équilibre énergétique du bâtiment. Donc un démonstrateur installé à Saint-Jean 2025. Exactement, avec l'un de nos partenaires, donc Atrium Data, qui est un data center, et qui a évidemment des problèmes de refroidissement, de chaleur, etc. Et donc l'isolation thermique. Ah, refroidissement, il y a quelqu'un qui sait en faire dans la salle. Voilà, et donc le projet doit accueillir donc une façade à Saint-Jean-d'Angély pour pouvoir faire notre démonstration. Très bien, merci beaucoup. On va vous remettre votre plaque. Merci. Allez, vous allez rester avec moi. On va parler du grand port maritime de La Rochelle, 6e port français. À peu près 9 millions de tonnes par an. Alors vous allez voir, on ne va pas parler que... Ah bah vous montez, je ne vous ai pas encore appelé. Ah bah c'est pas grave, venez, oui. Pas grave. Oui, je vois bien. 9 millions de tonnes. Vous êtes Nicolas Ménard, vous êtes directeur des infrastructures. C'est ça. Alors, il va falloir nous expliquer parce que... Ah, c'est pas tout à fait ça. Si, oui. Il va falloir nous expliquer parce que, en fait, ce n'est pas un projet que vous portez seul. Hein. C'est un projet qui est porté par un consortium où on a tous les ports de Nouvelle-Aquitaine. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Et c'est un projet qui vise à offrir un service pour les entreprises qui vont intervenir demain sur des programmes d'éolien flottant. Est-ce que c'est ça? C'est bien ça, en fait. L'État a engagé un grand programme d'installation des parcs éoliens en mer, et notamment avec des éoliennes flottantes. Nous, l'idée, c'était d'offrir une filière, de créer une filière complète industrielle en Nouvelle-Aquitaine. Et pour ce faire, on a contacté les autres ports de Nouvelle-Aquitaine pour imaginer cette filière dans les années à venir. Donc effectivement, alors quand on parle des autres ports, on parle des ports de commerce, hein, puisque nous, quand port maritime, hein, on fait d'abord du commerce maritime. Et donc on s'est unis avec les ports de Bordeaux, Rochefort et Bayonne pour imaginer cette filière de demain et donc créer des emplois autour de l'éolien en mer. On a parlé de formation, c'est un grand enjeu justement autour de cette question. Et alors vous avez même déterminé entre guillemets la spécialisation de chaque port, hein, puisque à La Rochelle c'est l'assemblage et mise à l'eau des flotteurs, à Bordeaux c'est le stockage des mâts et des pales et des turbines, si je ne me trompe pas, à Bayonne c'est la production de mâts et des éléments préfabriqués des flotteurs, et à Rochefort c'est le stockage des ancres et des chaînes. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est un schéma de référence qui est possible, parce qu'en fait, une des difficultés, c'est qu'on peut difficilement anticiper le choix des industriels. Et donc, effectivement, on a imaginé un schéma sur lequel, effectivement, chaque port a un rôle, un vrai rôle industriel, pour lequel il devra s'adapter. Créer ses infrastructures et, bien sûr, adapter ses installations pour pouvoir répondre à tous les enjeux de l'éolien en mer. Donc, vos clients sont les industriels qui font de l'éolien. Et vous allez les démarcher en disant voilà, on a une offre complète à vous proposer sur la façade atlantique, c'est ça? C'est exactement ça. Aujourd'hui, on offre aux développeurs qui viennent nous voir déjà depuis quelques années, puisque nous, on est déjà actifs à La Rochelle sur l'éolien en mer depuis quelques années, depuis 2021. Actuellement, on a même les fondations de l'Île-de-la-Remoutier. Donc, c'est un domaine qu'on connaît assez bien et pour lequel on est déjà reconnu. Bien, bah écoutez, on va vous remettre la plaque. Merci. Bravo. Merci à tous les deux. Je vais demander à monsieur Stéphane Donneau, sous-préfet de Rochefort, de me rejoindre pour évoquer un autre projet de décarbonation. Il s'agit du site de Solvay, encore à La Rochelle. Donc Sébastien Scarcy, vous connaissez le chemin, vous allez pouvoir revenir. Là, alors, sur l'installation d'unités électriques de récompensation mécanique de vapeur, d'accord. Mais au-delà de ça, moi, la question c'est plutôt où en est aujourd'hui votre stratégie en matière de décarbonation, au-delà de cet exemple particulier. Je dirais déjà, le premier point, c'est que, monsieur le préfet l'a très bien dit, dans un contexte international de forte compétition et de coût de l'énergie important en Europe, la décarbonation pour une entreprise, c'est vital. Vous avez vu, c'est pour ça que je viens accessoirement plusieurs fois. C'est vital pour l'entreprise dans sa mutation industrielle et écologique
Et France 2030 est un accélérateur pour tout ça. Donc sur ces enjeux de décarbonation en termes de stratégie, c'est vraiment travailler la compétitivité et en même temps réduire drastiquement les gaz à effet de serre. Très bien. Eh bien, écoutez, vous allez recevoir votre plaque. Et puis, toujours dans ce domaine. Et puis, oui, autre objectif, produire le premier avion bas carbone. Eh bien, je vais demander à nouveau de faire venir ici les personnes de la société Elixir Aircraft, que nous avons vu tout à l'heure, qui vont revenir nous voir, voilà, concernant la construction de leur bimoteur 4 places. Voilà, avec comme préoccupation, vous allez me dire, Léopold, si je me trompe, l'amélioration des process et d'outillage pour la montée en cadence de production de votre avion biplace. Est-ce que c'est cela? On va vous... Merci, effectivement. Donc c'est autre chose, hein. C'est pas la même chose que le projet de tout à l'heure. Ah, c'est quand même, dans les grandes lignes, il y en a un qui consiste à ouvrir une usine, créer beaucoup d'emplois, etc. Et l'autre, c'est de continuer à améliorer l'avion. Donc effectivement, aujourd'hui, dans sa version initiale, c'est un avion qui est à moteur à piston. Et l'objectif, c'est de lui installer une turbine à gaz qui pourra brûler 2 types de carburants. Le premier, c'est des biocarburants de type SAF, hein, pour ceux qu'on a entendu parler, c'est très à la mode dans l'aéronautique. C'est ce qui va nous permettre, si tout va bien, de s'approcher des 90% de réduction de CO2. Et à beaucoup plus long terme, on imagine un jour voir de l'hydrogène dans nos avions. Donc on commence aussi à travailler, à faire tourner cette turbine à gaz à l'hydrogène, à imaginer comment on pourra la mettre dans l'avion. Et elle a déjà tourné pour la première fois au sol à l'hydrogène au début de l'année. Et on imagine que d'ici quelques décennies, on pourra peut-être voler avec des avions à l'hydrogène. Quelques décennies quand même. Oui, quelques décennies. Techniquement, aujourd'hui, on sait le faire. Voilà. Maintenant, il faut que la réglementation évolue, il faut que l'approvisionnement évolue, il faut que les formations, on en revient encore à ça, des pilotes, des mécaniciens, des approvisionneurs évoluent. Il ne faut pas oublier que l'aéronautique, c'est quelque chose qui est très international. C'est bien beau si on définit une norme en France, mais s'il n'y a pas 100% des autres pays dans le monde qui ont défini une norme équivalente, ça ne marche pas. Voilà. On en est où d'ailleurs à ce sujet sur l'hydrogène? Est-ce que vous avez un regard là-dessus par rapport aux autres pays européens? Alors, on a une énorme chance en France vis-à-vis de l'hydrogène, c'est qu'on a une énergie qui est principalement, notamment sourcée sur du nucléaire. Donc on sait quasiment faire de l'hydrogène vert en France grâce à ça. Malheureusement, on va en Allemagne, on produit de l'hydrogène, c'est pire que de mettre de l'essence dans un véhicule, parce que c'est fait à partir de charbon, à partir de gaz, etc., avec des pertes évidemment en ligne. Donc en France, c'est une techno qui a de l'avance par rapport aux autres. Elle aura probablement plus de succès dans d'autres industries avant d'aller dans l'aéronautique, même si c'est prometteur. Voilà, encore une fois, l'aéronautique, c'est un milieu qui est international. Ça ne marche pas à l'échelle nationale. Très bien, merci. Alors, on va vous remettre votre place. Monsieur le sous-préfet, vous restez avec moi. Alors, on va rester dans le domaine de l'aviation avec le projet Voltareo. Le 8 novembre dernier, le magazine L'usine nouvelle titrait, je cite, « 7 ans après sa création, Voltareo inaugure son usine d'assemblage de petits avions hybrides électriques à Rochefort. L'avionneur français prévoit à terme de livrer 150 appareils par an. Le site, qui a nécessité un investissement de 4 millions d'euros, devrait générer un peu plus d'une centaine d'emplois d'ici 2 ans. » Fermez les guillemets. Je vais demander à Arthur Greenwald, responsable du programme Voltareo, de nous rejoindre. Bien, donc je citais l'article de l'usine nouvelle du mois de novembre. On en est où du projet Cassio 331? D'abord, comme vous le disiez, je tiens à remercier d'abord le syndicat mixte, M. Pont qui était là pour la construction de notre ligne d'assemblage finale, sans laquelle on ne pourrait pas produire tous ces avions. Alors, le projet Voltareo, notamment le projet Cassio, qui est le nom de l'avion, qui est un avion hybride électrique, il en est au stade de réalisation des prototypes de certification. On a un démonstrateur qui vole depuis maintenant plusieurs années, qui est un démonstrateur technologique. Maintenant, il faut s'affronter à l'exercice de la certification, c'est-à-dire pouvoir homologuer l'avion pour pouvoir le commercialiser. Nos amis d'Elixir ont passé ce cap-là. Maintenant, nous, on doit intégrer des nouvelles technologies, comme les batteries de propulsion, qui sont très compliquées à intégrer, à certifier, des moteurs électriques.
Et tous ces éléments doivent pouvoir répondre aux normes de certification. Pourquoi vous avez choisi Rochefort? Rochefort, c'est... on avait un... parce que c'est le futur Toulouse, peut-être. On avait une filière d'acteurs de développement. On était basé à Royan, où ça marchait très bien après l'historique du projet IFAN qui était mené par Airbus. Et aujourd'hui, on a un cap à passer, c'était passer d'un acteur de développement à un acteur industriel. Se rapprocher du bassin avec tous les acteurs aéronautiques qui drainent beaucoup de sous-traitants de la filière aéronautique industrielle nous aide à passer ce cap-là. Et aussi l'infrastructure de l'aéroport de Rochefort, une longue piste de plus de 2 km qui nous donne un environnement pour nos essais-vols qui sont fabuleux. La formation, lycée Marcel Dassault, c'est un le lycée Marcel Dassault, la base militaire qui est de l'autre côté de la piste, tout ça fait que, et aussi le recrutement avec le bassin de Rochefort-La Rochelle qui draine en fait tous ces talents dont on a besoin, nous aide pour accomplir ce step. Très bien, merci beaucoup monsieur. Bien, le troisième projet qu'on va vous présenter est le projet Lime, je pense qu'on dit Lime. C'est un projet d'Airbus Atlantique. Normalement, monsieur Rioux, responsable des relations publiques, est là. Venez nous rejoindre, monsieur. Alors, si j'ai bien compris, votre projet, c'est la conception d'un alliage léger. Alors le projet Lime fait partie des multiples projets que nous avons pour adresser les enjeux de l'aéronautique de demain. Vous l'avez compris, l'aéronautique de demain, elle est décarbonée ou elle n'existe pas. C'est notre conviction, on considère que c'est une révolution. En effet, le projet Lime adresse plutôt les technologies métalliques pour les rendre, pour permettre les performances de notre prochaine plateforme d'avion. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort pour qu'on s'entende bien, s'il vous plaît? Donc nos prochaines plateformes d'avions qui sont à la fois des avions qui fonctionneront avec de nouveaux carburants. Il a été évoqué les carburants durables, les SAF, ça peut être l'hydrogène également. Dans tous les cas de figure, l'enjeu pour nous, c'est au-delà de ce produit-là qui devra être décarboné, qui devra voler de manière décarbonée. On a aujourd'hui 26 000 avions en vol. Nos dernières plateformes qui sont les A320 Neo, qui consomment deux fois moins de carburant que les précédents. Aujourd'hui, on a encore 70% de cette flotte-là à renouveler pour permettre déjà cette décarbonation-là. On se projette dans 20 ans, on considère qu'on a 50 000 avions en vol. Donc au-delà de fournir un produit qui sera décarboné, il faudra le faire en masse, et ça c'est un enjeu qui est absolument considérable, et c'est un enjeu de filière. Donc ces projets-là sont aussi des projets qui ont une composante collective qui est très très importante. Merci beaucoup pour ces précisions. Vous allez recevoir votre plat. Bien, je vais demander maintenant à Emmanuel Caron, secrétaire général, de me rejoindre à nouveau. Nous allons parler des véhicules électriques et des mobilités sobres. On va d'abord commencer par la mobilité sobre, avec un projet soutenu par la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui est le projet électrique Yellow Delta. C'est un consortium qui regroupe la Régie des transports communautaires Rochelais, l'école d'ingénieurs de La Rochelle, l'AGLO et l'université. Et je vais demander à Bertrand Héral, vice-président de la CDA, président de la RTCR, de me rejoindre. Peut-être aussi David Robin, qui est le chef de projet mobilité innovante. Je ne sais pas s'il est là. Et bien Bertrand, vous serez tout seul. C'est pas grave. Ah, il est là, pardon. Excusez-moi. Alors, Bertrand Héral, expliquez-nous un petit peu ce que c'est que ce projet Yellow Delta. Alors, comme acteur du territoire, l'enjeu c'est quoi? C'est d'accompagner des évolutions technologiques, mais c'est aussi rendre service aux habitants. Et donc, il y a un enjeu de mobilité évident, qui est une demande régulière. En gros, la mobilité, c'est trouver une solution de mobilité pour chacun, qui est une solution individuelle, tout en mutualisant les moyens. Pas si simple que ça, de faire de l'individualité avec un projet commun. Aujourd'hui, l'enjeu, c'était de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va s'intéresser à 8 communes.
8 communes autour de la Jarrie, des communes qui sont périurbaines, mais qui ont une zone d'attractivité qui est sur ce qu'on appelle l'unité centrale urbaine, La Rochelle, Périgny, Étré, là où il y a la densité d'emploi. 8 communes, 14 000 habitants. Ouais, 14 000 habitants. Et l'idée, c'est de dire, on va vous offrir une offre de transport intense. C'est-à-dire quoi, une offre de transport intense? C'est-à-dire qu'on va mettre en place 4 véhicules qui vont aller de 6h30 du matin jusqu'à 20h du soir, 6 jours sur 7. Et donc, un peu sur le principe d'une petite navette, en mode Uber, c'est-à-dire que vous allez pouvoir la commander, et l'objectif, c'est qu'en 15 minutes, vous puissiez avoir une navette à votre disposition sur une trentaine d'arrêts. Ces trentaines d'arrêts, ça couvre plus de 70% des habitants. 70% des habitants sont à moins de 300 mètres de ces 30 arrêts. Et là, je vous parle de communes qui sont périurbaines, avec des hameaux, et là, on parle de 300 mètres. Donc, un effort de 300 mètres de marche, et vous avez accès à une offre de transport. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, l'innovation servicielle. C'est dire quelle offre de service on peut proposer, et cette offre de service à haut niveau dans des territoires périurbains. Et puis, il y a l'enjeu technologique. L'enjeu technologique, c'est de dire, faut accompagner le développement de nouvelles technologies. Et donc, nous, en tant que collectivité, on doit amorcer. Et ben, c'est la question du véhicule autonome. On était avec David il y a 3 jours à un symposium sur la question du véhicule autonome qui est porté par Anne-Marie Drac. Et donc l'enjeu, c'est de dire, ça veut dire quoi un véhicule autonome? C'est dire, c'est un véhicule qui aura la capacité, à terme, de se passer de chauffeur. Alors on pourrait se dire, c'est illusoire. Vous avez vu des vidéos, probablement aux États-Unis, en Chine, avec la question des robots taxis. Mais en France, il y a des industriels, en particulier Mila, qui est un industriel parisien, qui a une longueur d'avance sur ces sujets. Et donc on a fait ce partenariat avec cet industriel parisien pour pouvoir développer cette technologie. C'est des véhicules à 50 km/h qui pourront circuler avec un safety driver. Donc il y aura toujours un poste de conduite, il y aura toujours quelqu'un derrière le volant parce qu'on est sur un régime dérogatoire, mais ça permettra de pouvoir maintenir le service. Si la technologie par moment se met en rupture, parce qu'à un moment la largeur de la voirie n'est pas suffisante, parce qu'à un moment on a un accident, qu'on a des travaux, le poste de conduite et le safety driver permet d'assurer la qualité de service. Donc c'est vraiment 2 projets en un projet serviciel pour vraiment tester une offre de transport dense sur des communes périurbaines, et puis un volet technologique qui permet de dire on va accompagner une boîte française et faire en fait un démonstrateur, parce que ce démonstrateur il durera 20 mois, donc 20 mois d'expérimentation sur le territoire. En quoi, je regardais la diapo derrière nous, on a l'université, on a l'école d'ingénieurs, quels sont les rôles de ces 2 partenaires dans ce projet? Alors quand on est parti, et c'est important que David vous l'ayez invité, je l'ai invité également, parce qu'on était 2 à l'origine sur ce projet, il faut un élu et il faut un technicien qui soit investi et qui passe un temps aussi incroyable. Et donc l'idée c'était de dire, on a un industriel, il y a nous, le territoire, mais aussi il faut faire avec les valeurs ajoutées du territoire. Les valeurs ajoutées, l'université, sur toute la question sociologique, et puis on a une école d'ingénieurs, l'EXI, qui est aussi reconnue sur ces questions de mobilité, et donc il était inenvisageable de partir avec des universités ou des écoles d'ingé qui soient en dehors du territoire. Donc vraiment l'enjeu c'était qu'ils nous accompagnent sur ces projets-là. Ils ont répondu présent, ce qui fait qu'en fait on a un beau groupement d'acteurs locaux. Très bien, écoutez, bravo, on va vous remettre votre programme, je vous remercie. Merci beaucoup, messieurs. On va continuer avec le projet Gen4 Explorer par la société Ciesco. Je vais demander à Nicolas Bartel, le directeur de cette société, de nous rejoindre. J'en profite pour vous dire quelques mots. Ciesco est né de la scission de 2 entités du groupe Solvay en décembre 2023. Ciesco a repris toutes les activités, vous dites si je me trompe, de haute spécialité, notamment celle des batteries et de l'hydrogène vert. Actuellement, Ciesco représente un groupe d'environ 13 000 salariés répartis dans 30 pays, 62 sites industriels, 12 centres principaux de recherche et d'innovation. En France, Ciesco, c'est 2000 salariés répartis sur 4 sites, dont La Rochelle. Quel est ce projet, monsieur Gen4 Explorer? C'est quoi la nature de ce projet? Donc la nature de ce projet, c'est de développer un nouveau matériau donc innovant dans le domaine des batteries tout solides. Donc on parle encore une fois de batterie lithium-ion. Donc on parle de génération 4, c'est un peu le Graal de la batterie.
Et pour atteindre ce Graal, il faut développer tout un tas d'innovations de rupture. Et nous, on est sur l'électrolyte solide, qui est vraiment le composant majoritaire des futures batteries. Et on en est où? On en est au début. Donc là, on sort d'une première phase où on a atteint, encore une fois, la fameuse POC, la preuve de concept. Donc on rentre dans la deuxième phase où on va réfléchir à l'extrapolation industrielle et à la concrétisation industrielle de ce projet. Donc c'est voilà, le rôle des équipes de La Rochelle. On est une vingtaine à travailler, de passer à l'échelle. Sur La Rochelle, sur La Rochelle, on est une vingtaine. Sur ce projet? Alors on est une vingtaine sur La Rochelle à travailler dans le domaine des nouveaux matériaux pour batterie, sur ce projet-là, sur d'autres projets aussi, sodium-ion, recyclage de lithium-ion. Et notre but, c'est de développer l'échelle du gramme. La preuve de concept en termes de chimie, c'est l'échelle du gramme, l'échelle laboratoire, jusqu'à l'échelle pilote. Donc là, on est à l'échelle pilote aujourd'hui. Et on va progressivement, dans le cadre de ce projet-là, monter en échelle, pilote, démonstrateur industriel. Très bien, merci beaucoup. On va vous remettre votre tract. Merci messieurs, je vous demande de... Voilà, merci beaucoup. Je vais demander à Guillaume Brault, monsieur Guillaume Brault, le sous-préfet de Saintes, de me rejoindre. Nous avons un nouvel objectif, investir dans une alimentation saine, durable et traçable, tout un programme. Avec le premier projet qui est Alg for Health. Ce projet ambitionne de développer un nouvel ingrédient bioactif et des aliments fonctionnels à partir d'un procédé de transformation d'algues au bénéfice de la santé cognitive, des seniors et des sportifs. C'est un projet qui est porté par 3 PME, 2 laboratoires, dont 2 sont situés, alors un laboratoire et une entreprise sont situés en Charente-Maritime. Il s'agit de Ceprosis pour l'entreprise et l'Université de La Rochelle. Je vais demander à mesdames Ingrid Arnaudin, enseignante-chercheur au laboratoire Liens de l'Université, à madame Justine Baudin et Delphine Dufour pour la société Ceprosis, de nous rejoindre. Alors, on commence par la société Ceprosis. On commence par la société Ceprosis. Quelques mots sur l'entreprise Ceprosis. Madame. Bonjour à tous. Donc moi je suis Justine, je suis ingénieure de recherche au sein de la société Ceprosis. On est une société experte dans le domaine de la séparation, concentration et purification de molécules en milieu liquide. À la base, on intervient dans tout domaine d'application dès l'instant qu'on a un projet de recherche. Et là, pour ce projet-là, on intervient dans le domaine de la nutraceutique. L'université, le rôle de l'université dans ce projet? Alors déjà, peut-être rappeler l'objectif du projet. Donc c'est de concevoir un ingrédient qui va trouver son origine dans un végétal marin qui est bien connu de notre littoral, puisque ce sont les algues, voilà, et qui pourrait venir contribuer à une meilleure santé cérébrale de nos seniors notamment. Et sportifs. Et sportifs. Donc de nos seniors, la région Nouvelle-Aquitaine, il faut quand même dire qu'on a le record national de seniors, donc il faut se préoccuper de leur bonne santé et de la façon dont ils peuvent bien vieillir. Donc c'est l'objectif du projet que de disposer d'un ingrédient de ce type-là. Je voudrais essayer de comprendre vos relations, c'est-à-dire que vous missionnez l'université pour des travaux de recherche. Comment ça fonctionne? L'origine du projet, c'est que nous avons développé un process d'extraction d'une molécule issue d'algues, de macroalgues, et cette molécule, on a réussi à la purifier. Mais nous, le process s'arrête au niveau de l'extraction. Et après, pour prouver les activités biologiques de la molécule, il était nécessaire de travailler avec l'Université de La Rochelle, qui, elle, permet de mettre en évidence les propriétés biologiques. Ceci dit, il n'y a pas que... pour la région, oui, il y a l'Université de La Rochelle et Ceprosis, mais on fait partie d'un consortium de 5 partenaires, 2 universités et 3 entreprises. 3 entreprises. Oui. Merci beaucoup. On va vous remettre... vous travaillez à votre santé cognitive. Alors pour les seniors et les sportifs.
monsieur le sous-préfet, vous restez avec moi. Hein. On va parler d'un autre projet qui s'appelle Terre de transition. C'est un projet porté, vous l'avez, par de nombreux acteurs, l'Agglo de La Rochelle, les communes de l'île de Ré, le collectif Fermes Urbaines, Coopérative Carbone, l'Université de La Rochelle. Et bien pour tout ça, je vais demander à Mathilde Roussel, qui est élue à la CD en charge de ce projet de nous rejoindre. Alors, Madame Roussel, prendre le micro, s'il vous plaît. Ça. Parlez-nous du projet Terre de transition, avec de nombreux partenaires. Oui, alors avec de nombreux partenaires, et notamment les communautés de communes aussi autour de La Rochelle. Donc on a l'île de Ré, mais on a aussi Aunis Sud et Aunis Atlantique. En fait, l'idée, c'est justement de ne pas être sur les constats vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le préfet, en France, on ne peut rien faire. Ce qui se passe sur la transition agroalimentaire, ça se passe à l'Europe ou ça se passe au niveau national, mais nous, en local, on ne peut rien faire. Et bien non, justement, l'idée, c'est de faire porter le risque de la transition agricole dont on a besoin et dont les agriculteurs ont besoin, en partie par les collectivités et par les mangeurs. Donc on a tout un tas d'actions autour de ça et tout un consortium autour de ça, un peu comme La Rochelle l'avait fait avec La Rochelle Territoire Zéro Carbone, mais là on n'est pas sur le zéro carbone, bien qu'on parle aussi de carbone, on est vraiment sur une transition à la fois agricole et alimentaire, en portant le risque et en accompagnant nos agriculteurs avec eux et pour eux. C'est un projet récent, vous avez commencé à travailler depuis plusieurs mois. Alors on est en phase on est en train de terminer la phase de maturation pour ceux qui connaissent bien les projets France 2030. Et puis on va, je pense, être lauréat et donc passer à la phase active, bien qu'on ait des actions qui ont déjà commencé. Très bien. Merci beaucoup. On va vous remettre votre... Dans ce domaine, le dernier projet est le projet Spread & Call, qui est porté par la compagnie rochelaise du logiciel. Je vais demander à Olivier Prantou, qui est le créateur de la compagnie rochelaise du logiciel, de nous rejoindre. Olivier. Alors, votre travail au sein de la compagnie, Olivier, c'est de concevoir des applications digitales visant à favoriser la conformité réglementaire et la performance sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Ça, c'est le métier de base. C'est ça ? Tout à fait. Bon. Par contre, le projet Spread & Call, c'est autre chose. C'est quoi l'intérêt de ce projet, Spread & Call ? Alors, la responsabilité sociétale et environnementale, c'est protéger les consommateurs et c'est s'assurer en fait que les opérateurs du commerce alimentaire, la grande distribution, leurs fournisseurs nous livrent des produits qui sont consommables, qui ne vont pas léser notre santé. Et puis ça, c'est pour protéger le consommateur, mais également, en fait, vous vous souvenez, on est dans un appel à projet qui vise à s'assurer de la souveraineté alimentaire, de la résilience de nos filières agroalimentaires, et c'est en fait d'éviter de détruire de la valeur, parce qu'à chaque fois qu'en fait on se retrouve avec des affaires derrière, citons-les, des affaires de lait contaminé pour les enfants, pour les bébés, l'année dernière des pizzas ou des œufs au chocolat dont on ne citera pas la marque. En fait, à chaque fois que ça se passe, en fait, on détruit de la valeur au passage, en plus de mettre en danger le consommateur. Alors ce que vous faites, c'est une plateforme numérique, si j'ai bien compris, qui permet le retrait et le rappel des produits. Tout à fait. C'est ça en fait En fait, aussi étonnant que ça puisse paraître, en fait, les plus grands acteurs du commerce bricolent pour faire cela aujourd'hui. Ils échangent des fichiers bureautiques et il y a beaucoup de pertes en ligne et c'est ce qui aboutit au grand drame qu'on a pu voir en fait avec des produits qui sont remis en vente après avoir été ramenés par les consommateurs qui ont pourtant été avertis. Et nous, ce que l'on fait, en fait, c'est ce qu'on appellerait un workflow en anglais, un flux de gestion, un langage commun pour l'ensemble de la filière qui va permettre en fait à des entreprises. Alors pour la citer, on a un partenaire local qui nous a beaucoup aidé à comprendre en fait les méandres de ces processus CDA Nature. On travaille également avec le CRIT agroalimentaire en termes de soutien. Et puis depuis plusieurs années, du côté des distributeurs, on travaillait déjà en fait avec Carrefour, pour lesquels on avait monté un système qui permettait d'alerter 6000 points de vente en France. On en est où aujourd'hui sur cette application? C'est quelque chose que... Aujourd'hui, on a réalisé à peu près le tiers de l'application et puis on a dépassé, alors on a plusieurs fois évoqué le nom de POC, en fait, de preuve de concept. On peut parler de version bêta chez nous, puisque une version bêta, elle doit rendre le service, elle doit rendre la mission.
Et à ce titre, en fait, il y a déjà des alertes. Je vous rassure, pas sur des cas létaux ou des cas qui puissent véritablement porter préjudice aux consommateurs, mais qui ont été diffusés par Léa Nature auprès de ses clients l'année dernière, il y a 2 ans. Donc on était vraiment sur le premier bêta. L'appui de France 2030, ça nous permet en fait de faire le plus gros du chantier, c'est de standardiser quelque chose qui répondra à l'ensemble de la grande distribution. Bravo, merci monsieur. On va vous remettre... L'objectif suivant qui sera notre avant-dernier prix, c'est faire de la France la première nation européenne innovante et souveraine en matière de santé. Et là, on va parler d'une entreprise que vous connaissez tous, en tout cas pour les Rochelais, c'est l'entreprise Zeiss. Entreprise technologie dimension internationale, opérant dans le domaine de l'optique, 43 000 collaborateurs à travers le monde, un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros en 2023. Et Zeiss est implanté à Périgny. À Périgny, c'est la division technologique médicale du groupe international. Cette unité est spécialisée dans la fabrication d'implants intraoculaires pour le traitement de la cataracte. Je vais demander à Madame Dominique Abbat, responsable des ressources humaines, et à Madame Laurence Christman, responsable des finances du site, j'imagine, de La Rochelle, de bien vouloir nous rejoindre. Bonsoir, mesdames. Alors là aussi, c'est un projet relativement compliqué. Je vais essayer de simplifier les choses. Ce que j'en ai retenu, en tout cas, c'est qu'on est dans le concept, comme vous voulez, on est dans le concept de l'industrie 4.0, si c'est bien ça, tourné plutôt vers l'automation, la digitalisation. C'est quoi ce projet? On dit Lisbonne, Alors, on dit Lisbonne. Lisbonne. Lisbonne, lié clairement à la ville. Donc en fait, l'industrie 4.0, c'est vraiment pour... ça se tourne vraiment sur l'automatisation. Donc l'idée, c'est vraiment d'automatiser toutes nos lignes de production, de pouvoir digitaliser aussi, donc vraiment de ne plus avoir de papier et assurer la traçabilité de nos produits, parce que comme on est sur du médical, on a vraiment un fort besoin de traçabilité, et aussi d'augmenter significativement notre capacité de production, puisqu'on multiplie à peu près par 8 notre capacité de production, et de construire donc, une nouvelle usine. Donc peut-être qu'effectivement certains d'entre vous ont vu l'usine, qui se termine d'ailleurs, et une usine vraiment... 14 000 m², c'est ça? 14 000 m² en tout. Extension de 14 000 m². Donc 7 000 de production à peu près. D'accord. Et ce projet, l'extension va vous permettre de mettre en application le projet? Oui, tout à fait, oui. C'est en ça? fait, vraiment l'usine, donc cette usine est vraiment indépendante de l'usine actuelle, et l'idée c'est vraiment d'automatiser, enfin en tout cas d'y mettre des lignes complètement automatisées. Vous restez dans votre métier, toujours le même, mais vous automatisez les tâches dans cette nouvelle usine. Oui, et c'est aussi l'idée de diversifier un petit peu les lignes de production, parce qu'aujourd'hui on est essentiellement, comme je vous disiez, sur des implants intraoculaires, et c'est de ramener aussi les biomatériaux qui sont nécessaires pour produire les implants intraoculaires, donc d'internaliser cette production-là, et de diversifier aussi sur d'autres produits qui aujourd'hui sont produits dans d'autres entreprises du groupe. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Bravo. On va vous remettre... On va terminer cette remise de prix. Je vais demander à monsieur le préfet de me rejoindre pour le dernier prix que nous allons remettre ce soir. Alors, on va partir un peu dans les étoiles. On va essayer. Dernier objectif, hein, vous allez voir un peu l'aventure spatiale, ou en tout cas à notre niveau, avec un projet particulièrement intéressant, tous le sont, mais celui-ci a aussi de nombreuses applications. J'espère ne pas me tromper dans la prononciation, c'est le projet LO4, qui est porté par l'entreprise Numérisque. Je vais demander à Amaury Fischer, le co-dirigeant de l'entreprise, de me rejoindre. Cette entreprise est spécialisée dans la digitalisation et la gestion des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde, prévention des risques. Voilà. Et l'entreprise propose une plateforme collaborative pour améliorer la gestion de crise et la prévention des risques en facilitant l'accessibilité et la mise en place des plans de sauvegarde. C'est à peu près ça. Et alors, tout va bien pour vous, hein, parce qu'en 18 mois, vous êtes passé de 40 à 230 collectivités.
clientes. Oui, tout à fait, avec bonheur. pas mal de collectivités en plus en Charente-Maritime. On équipe quasiment 15% du territoire aujourd'hui. Et la commune la plus loin qu'on équipe, c'est Macouria. Pour revenir donc sur le projet France 2030, donc c'est plus projet local, il y a un nom qui a été trouvé entre-temps, Hydroscopia. Hydroscopia. Voilà. L'objectif de ce projet, en fait, donc c'est un gros projet, il y a énormément, il y a 4 consortiums, pardon, 5 consortiums, et nous on fait partie avec la société Vortexio, une société toulousaine spécialisée dans les capteurs. On fait partie d'un consortium qui vient en fait récupérer des données depuis les images satellites des projets Sentinelle 1 et 2 sur tout ce qui va être qualité de l'eau. Donc ça peut aller de la chlorophylle, la température, tout ce qu'on peut récupérer comme information. Il y a à peu près une trentaine de produits. On centralise ça sur une plateforme et on la met à disposition des agences de l'eau, des préfets, des collectivités. Je ne comprends pas en quoi c'est différent de ce que vous faites déjà. En fait, ce projet il vient s'inscrire dans une démarche un peu plus globale que je cherche à mettre en place numérique. C'est un projet de digitalisation des outils de gestion de crise. Aujourd'hui, quand des communes, on parlait de beaucoup de personnes âgées dans notre région, aujourd'hui des communes, pour faire face à des inondations, à des incendies, etc., ils ont un document papier en fait, qui peut faire 400 à 500 pages, qui leur sert en fait d'outil pour gérer une crise. Nous en fait, on a envie d'améliorer ça. On a développé une plateforme digitale innovante, on a numérisé toutes ces informations, on l'a connecté à des outils de cartographie et de gestion de crise en temps réel. Donc aujourd'hui, vu qu'on équipe toute La Rochelle, l'île d'Oléron, l'île de Ré, si une commune active une crise, elle peut partager ces informations avec les crises voisines et gagner en efficacité le jour J. Donc Hydroscopia vient s'inscrire dans ce projet-là pour faciliter, pour mettre à disposition des collectivités des outils innovants pour la gestion de crise. Bravo, merci beaucoup. Bien, bah écoutez, on arrive à la fin de cette remise de prix. Monsieur le préfet, je vous propose, si vous le voulez, de faire un petit mot de conclusion. Très rapidement, parce que la soirée a été assez longue, et puis je pense que vous êtes tous impatients d'aller découvrir le buffet que notamment le lycée maritime a préparé à votre attention. En tout cas, juste pour remercier à nouveau tout le monde d'avoir fait le déplacement, d'être venu ce soir célébrer ensemble ce qui fait la réussite de notre pays, de notre nation, et la fierté que j'évoquais au début, je pense qu'elle a trouvé là de quoi se justifier. En tout cas, bravo à tous. Comptez sur nous, sur les opérateurs qui sont présents aussi aujourd'hui. Je citais tout à l'heure BPI, l'ADEME et la Banque des Territoires, mais il y a aussi la Chambre de commerce et d'industrie avec son président, le directeur de la Banque de France. Enfin, il y a toutes les collectivités qui sont présentes ici aujourd'hui n'ont qu'une chose en tête, c'est de vous accompagner dans la réussite de ce territoire qui a prouvé à quel point il était riche de talent, d'énergie et d'audace. Et je pense que c'est ça qui fait notre fierté ce soir. Donc bravo à vous. Merci beaucoup.